Bonsoir à tous et bienvenue dans Monsieur Peur Indicible. À l'extrême nord de l'Alaska, l'hiver apporte quelque chose de bien plus sinistre que la neige et la glace. Fin novembre, lorsque le soleil se couche, il ne se lève pas pendant 607 jours, plongeant des villes entières dans une obscurité sans fin qui met à l'épreuve les limites de la raison humaine. Mais la nuit polaire ne se contente pas d'obscurcir le paysage. Elle cache quelque chose de bien plus terrifiant, ce que font les gens lorsqu'ils pensent que personne ne les regarde. Et les horreurs qui surviennent lorsque la civilisation s'enfonce dans l'obscurité. Aujourd'hui, nous vous présentons 5 histoires vraies de cette longue nuit. Disparitions sans explication, crimes qui défient la logique et mystères toujours non résolus. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à Peurs Indicibles, pour un contenu véritablement terrifiant qui vous tiendra éveillé. Activez les notifications pour rester attentif à l'appel des ténèbres. Histoire 1. Le conducteur de la nuit polaire. Le moteur diesel de mon Kenworth T680 vrombissait de sa mélodie familière tandis que je guidais le camion vers le nord le long de la Dalton Highway. Les phares découpaient une obscurité absolue à 15 h, en plein après-midi. En décembre, en Alaska, le soleil nous avait abandonnés depuis des semaines, ne laissant derrière lui que la nuit polaire interminable, s'étirant de fin novembre à fin janvier. J'avais roulé sur cette route pendant 7 ans, transportant des fournitures de Fairbanks au champ pétrolifère de Prudhoe Bay, près de Deadhorse. J'avais appris à aimer l'isolement. La façon dont l'obscurité m'enveloppait comme une couverture lourde, la façon dont les étoiles semblaient si proches qu'on aurait pu les cueillir dans le ciel. Mais le 19 décembre 2019, cette obscurité allait m'enseigner pourquoi les gens la craignent. Mon nom est Alfie, mais la plupart des gens m'appellent par mon indicatif CB, Nighthawk. J'avais 34 ans cet hiver-là, célibataire, sans enfant, vivant dans un appartement exigu à Fairbanks que je ne voyais à peine, sauf pour dormir entre deux trajets. La route était mon vrai foyer, la cabine de mon camion plus familière que n'importe quelle chambre. J'avais tout optimisé, un mini réfrigérateur boulonné derrière le siège passager, une machine à café capable de survivre au pire nid de poule, et une couchette à l'arrière avec des rideaux occultants et un matelas en mousse à mémoire de forme qui avait coûté plus cher que ma première voiture. La Dalton Highway n'était pas une route comme les autres. 414 miles de gravier traversant certaines des régions les plus reculées de la planète, reliant Fairbanks aux opérations pétrolières au bord de l'océan Arctique. Il n'y avait que 3 endroits où l'on pouvait faire le plein ou se ravitailler, le passage de la rivière Yukon, Coldfoot et Wiseman. Au-delà de Coldfoot, c'était 240 miles de néant absolu. Pas de station-service, pas de restaurant, pas de réseau téléphonique, pas d'êtres humains, à part un camionneur occasionnel allant dans la direction opposée. Ce trajet-là, je transportais du matériel de forage, des outils spécialisés dont les compagnies pétrolières avaient besoin pour un nouveau puits exploratoire. La charge était lourde, proche de mon poids brut maximal, ce qui signifiait que je devais prendre les pentes lentement et surveiller ma vitesse dans les descentes. J'avais quitté Fairbanks à 9 h, ce qui voulait dire que je roulais à une heure où il aurait dû faire jour, mais qui ressemblait en tout point à minuit. La température était de moins 32 degrés Celsius, assez froide pour que, si mon moteur lâchait, j'aurais une heure tout au plus avant que l'hypothermie ne devienne une sérieuse préoccupation. Même avec tout mon équipement de survie, je transportais toujours du carburant supplémentaire, un téléphone satellite, des couvertures de survie, une semaine de nourriture, et un fusil. Parce qu'ici, il était plus probable d'avoir besoin de se protéger d'un grizzly curieux ou d'un orignal agressif que d'un autre humain. Je venais de passer le relais routier de Coldfoot vers 14 h 30, après avoir fait le plein et avalé un sandwich et un café. La femme derrière le comptoir, Linda, qui y travaillait depuis plus longtemps que je ne conduisais des camions, avait mentionné qu'un autre chauffeur, un certain Marcus, n'avait pas donné signe de vie depuis 3 jours. Probablement juste sa radio qui a lâché, avait-elle dit. Mais il y avait de l'inquiétude dans ses yeux. Les gens ne disparaissaient pas comme ça sur la Dalton sans laisser de traces. La route était impitoyable, mais elle laissait généralement des indices. Un camion renversé, un essieu brisé, quelque chose. J'avais promis de garder l'œil ouvert et de signaler tout ce qui semblait inhabituel sur le CB. L'autoroute au nord de Coldfoot grimpait dans la chaîne Brox, serpentant à travers des cols de montagne où le vent pouvait atteindre 110 km/h et où la visibilité pouvait tomber à 0 en quelques secondes. Mais cette nuit-là était claire, glaciale, mais claire, et j'avançais bien. Mon GPS m'indiquait le repère kilométrique 287, ce qui me plaçait à peu près à mi-chemin de la longue portion jusqu'à Deadhorse. Il n'y avait rien au kilomètre 287. Pas de bifurcation, pas d'aire de repos, pas de panneau historique,
juste la tundra vide s'étendant dans l'obscurité des deux côtés de la route. C'est pourquoi, quand mes phares ont capté quelque chose sur la route devant moi, ma première pensée a été que c'était un animal, peut-être un caribou ou un loup. J'ai relâché l'accélérateur, rétrogradant pour laisser le frein moteur ralentir mon élan. La politique de l'entreprise était de ne jamais freiner brutalement sur le gravier, sauf en cas d'absolue nécessité, car bloquer les roues sur une surface meuble pouvait vous envoyer en tête à queue. Et ici, une tête à queue signifiait généralement se renverser. Et se renverser signifiait généralement mourir. En m'approchant, mon estomac s'est noué. Ce n'était pas un animal. C'était une personne debout, parfaitement immobile, au milieu de la voie nord, directement sur ma trajectoire. Je pouvais maintenant la voir clairement dans mes phares. Une silhouette vêtue de ce qui semblait être un équipement d'hiver lourd, une parka et un pantalon de couleur foncée. Mais quelque chose dans sa posture, trop rigide, les bras le long du corps, la tête inclinée à un angle étrange. J'ai arrêté le camion à environ 15 mètres. Le moteur tournait au ralenti, les freins à air sifflaient. Mes mains tremblaient. Pas à cause du froid. 7 ans sur cette route. Des milliers de kilomètres parcourus sous toutes les conditions météo, et je n'avais jamais croisé une autre personne debout au milieu de la route, au milieu de nulle part. J'ai attrapé ma radio CB et appuyé sur le micro. Breaker à 1,9, ici Nighthawk au kilomètre 287, direction nord. J'ai quelqu'un qui se tient au milieu de la route. Quelqu'un me reçoit. Silence. J'ai réessayé, changeant de canal. Coldfoot, ici Nighthawk. Vous me recevez. Encore du silence. La CB fonctionnait parfaitement 20 minutes plus tôt, mais ici, des zones mortes bizarres arrivaient, surtout dans les montagnes. La silhouette n'avait pas bougé. N'avait pas agité la main. N'avait pas fait un pas de côté. N'avait pas réagi à mon camion. Je suis resté là pendant 30 secondes, essayant de décider quoi faire. L'instinct de tout camionneur disait, ne t'arrête pour rien qui n'a pas de sens. Mais la partie humanitaire de mon cerveau hurlait qu'une personne avait besoin d'aide. Qu'on ne laisse pas quelqu'un debout par moins 30 degrés Celsius. J'ai attrapé ma lampe torche, une lourde maglite qui pouvait aussi servir d'arme, et j'ai ouvert ma portière. Le froid m'a frappé comme une force physique, volant l'air de mes poumons. Et, ai-je crié, ma voix avalée par le vide immense. Ça va? Vous avez besoin d'aide. La silhouette n'a toujours pas bougé. N'a pas répondu. Je suis descendu de la cabine, mes bottes crissant sur le gravier gelé, et j'ai commencé à marcher lentement vers elle, la lampe torche levée. À 6 mètres, je pouvais voir les détails. La parka était vieille, des années 1970, le genre avec de la fourrure autour de la capuche que plus personne ne portait. La personne me faisait face, mais je ne pouvais pas voir son visage à l'intérieur de la capuche, juste de l'ombre. Monsieur. Madame, êtes-vous blessée? J'étais à 3 mètres quand j'ai vu ses bottes. Elles ne touchaient pas le sol. La personne était suspendue, flottant à 5 cm au-dessus de la surface de la route. Et en dessous, le gravier était parfaitement lisse, intact, aucune empreinte menant à l'endroit où elle se tenait. Mon cerveau a bloqué, essayant de comprendre ce que je voyais. C'était impossible. Les gens ne flottent pas. J'ai fait un pas de plus, et c'est là qu'elle a bougé. La tête s'est tournée vers moi à une vitesse inhumaine. Et à l'intérieur de la capuche, je n'ai pas vu un visage, mais quelque chose d'autre. Quelque chose que mon esprit a refusé d'accepter. La silhouette a levé un bras, pointant derrière moi, vers mon camion. Et une voix a émergé. Mais elle ne venait pas de la silhouette. Elle venait de partout. De l'air lui-même, résonnant dans ma poitrine. Il y a quelqu'un qui se tient au milieu de la route. Il ne bouge pas, c'était ma voix. Mes mots exacts, ceux que j'avais prononcés dans la radio CB 2 minutes plus tôt, rejouaient avec une clarté parfaite. J'ai couru. L'instinct de survie a pris le dessus. Je me suis retourné et j'ai sprinté vers mon camion, mes poumons brûlant dans l'air glacé. Derrière moi, je n'ai rien entendu. Pas de pas, pas de respiration, juste ce silence terrible de la nuit polaire. Je me suis précipité dans la cabine, j'ai claqué la portière, les verrouillé avec des doigts tremblants. La silhouette était toujours là, mais maintenant elle faisait face à mon camion, les bras le long du corps, immobile. J'ai mis la transmission en marche et j'ai commencé à manœuvrer pour la contourner, en lui laissant une large marge, utilisant toute la largeur de la route. En arrivant à sa hauteur,
j'ai fait l'erreur de la regarder directement. La capuche s'est tournée pour suivre mon mouvement, et pendant une seconde, les ombres à l'intérieur se sont écartées. Ce que j'ai vu n'était pas un visage, pas humain, mais une absence, un vide là où un visage aurait dû être. Et dans ce vide, des dizaines d'yeux, petits et brillants, me fixant. J'ai enfoncé l'accélérateur, mon camion bondissant en avant, le gravier giclant sous les roues. Dans mon rétroviseur, la silhouette restait debout sur la route, devenant de plus en plus petite à mesure que je m'éloignais. Ma CB a soudainement crépité, me faisant sursauter si fort que j'ai failli finir dans le fossé. Une voix est venue, claire et calme. Nighthawk, ici le kilomètre 287. Tu as oublié quelque chose. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas touché à la radio. J'ai juste continué à conduire. Ma vitesse grimpait à 6070. Beaucoup trop rapide pour les conditions, mais je m'en moquais. La voix a continué, patiente, presque amicale. Tu vas vouloir faire demi-tour, Nighthawk. Tout le monde fait demi-tour, tôt ou tard. Ils reviennent tous. J'ai conduit pendant 2 heures de plus sans m'arrêter, les jointures blanches sur le volant, vérifiant mes rétroviseurs toutes les quelques secondes. Quand j'ai finalement atteint Deadhorse à 18 heures, je me suis rendu directement au petit poste des Alaska State Troopers et j'ai déposé une plainte. Le policier, un homme fatigué d'une 50aine d'années, a tout noté, mais je pouvais voir le scepticisme dans ses yeux. Vous dites que cette personne flottait ? Qu'elle a parlé avec votre voix. Je savais à quoi ça ressemblait. Je savais qu'il pensait que j'étais victime d'une hypnose routière ou que j'étais éveillé depuis trop longtemps. Mais il a accepté d'envoyer quelqu'un vérifier l'endroit. 2 jours plus tard, alors que j'étais de retour à Fairbanks, le policier m'a appelé. Ils avaient trouvé les traces de mon camion au kilomètre 287. Ils avaient trouvé l'endroit où je m'étais arrêté. Ils avaient trouvé mes empreintes de bottes dans le gravier là où j'avais marché vers quelque chose. Mais il n'y avait aucune autre empreinte. Aucune preuve que quelqu'un d'autre avait été là. Ça aurait pu être une hallucination, a suggéré le policier avec douceur. L'isolement, l'obscurité, ça affecte les gens parfois. Mais je savais ce que j'avais vu. Je savais que c'était réel. Avant de raccrocher, le policier a mentionné autre chose, presque comme une réflexion après coup. Tu n'es pas le premier, tu sais. On a eu 4 autres signalements au fil des ans. Des camionneurs voyant quelqu'un à ce kilomètre exact. Chacun d'eux a décrit la même chose, quelqu'un debout sur la route, vêtu de vieux vêtements d'hiver. Aucun d'eux n'a jamais repris cette route. J'ai vendu mon camion 3 semaines plus tard et j'ai pris un travail de livraison courte autour d'Anchorage, sans jamais aller plus au nord que Fairbanks. Mais ce qui me hante, ce qui me tient éveillé quand l'obscurité hivernale s'installe, c'est ce que j'ai trouvé dans mon camion après cette nuit-là. Glissé dans le pare-soleil, un Polaroid que je n'avais jamais vu. Il montrait mon camion, pris depuis le bord de la route, exactement à l'angle où cette silhouette s'était tenue. Et sur le siège conducteur, visible à travers le pare-brise, j'étais là, mon visage clairement éclairé par les lumières du tableau de bord. Mais sur le siège passager, à peine visible dans l'ombre, il y avait quelque chose d'autre. Quelque chose avec trop d'yeux, qui m'accompagnait alors que je fuyais vers le nord, vers Deadhorse. La date imprimée sur la bordure blanche du Polaroid indiquait 19 décembre 2019. Le jour où je me suis arrêté au kilomètre 287. Je garde cette photo verrouillée dans un tiroir maintenant. Mais parfois, je la sors et je l'étudie, cherchant un détail que j'aurais manqué, parce que j'ai besoin de comprendre comment elle a atterri dans mon camion, et si j'ai rapporté quelque chose de cette obscurité glacée, quelque chose qui m'a suivi jusqu'à la maison. Histoire 2. L'employé de la station-service. Les néons fluorescents de l'Arctic Express bourdonnaient leur champ électrique constant, projetant une lumière blanche et dure sur les allées de chips, de boissons énergisantes et de tickets de loterie à gratter que personne ne gagnait jamais. J'avais 27 ans en janvier 2021, travaillant de nuit de 23h à 7h du matin. Et je m'étais convaincu que j'aimais la solitude, la façon dont les heures passaient lentement dans cette bulle de lumière entourée de milliers de kilomètres d'obscurité glacée. La vérité, c'est que j'avais besoin de l'argent. Mon emploi de jour comme technicienne vétérinaire à Fairbanks couvrait à peine le loyer, et le différentiel de nuit à l'Arctic Express ajoutait 4 $ de plus par heure, ce qui signifiait que je pouvais enfin économiser. Peut-être, un jour, quitter l'Alaska pour de bon et m'installer quelque part où le soleil se levait vraiment en hiver.
La station-service se trouvait à 30 miles au nord de Fairbanks, sur la Richardson Highway, positionnée pour capter le flux de camions et d'ouvriers des champs pétrolifères faisant la route vers le nord. Pendant la journée, l'endroit était assez fréquenté, mais de minuit à 5 heures du matin, je voyais 3 clients si j'avais de la chance. La plupart des nuits, je n'en voyais aucun. Le bâtiment était une structure rectangulaire simple, des pompes à essence à l'avant, un magasin de proximité et un petit comptoir de restauration à l'intérieur, ainsi qu'une seule salle de bain que je devais nettoyer à chaque service. Mon patron, un homme nommé Gerald, qui possédait 3 de ces stations à travers l'Alaska intérieur, avait installé des caméras de sécurité partout après un cambriolage en 2018. J'avais donc 8 écrans derrière le comptoir me montrant chaque angle de la propriété, le parking, les pompes, l'intérieur du magasin, la chambre froide, la porte de derrière, la zone des poubelles. Je pouvais tout voir, ce qui aurait dû me rassurer. Le client régulier a commencé à venir pendant ma 2e semaine de travail. Il arrivait toujours à 3h47 précise, pas à 3h45 ou 3h50, mais 3h47. Il se garait dans un Ford F250 bleu foncé avec un pare-choc avant cabossé et des éclaboussures de boue sur les côtés. Il avait la quarantaine, une taille moyenne, des cheveux bruns clairsemés, et portait une veste de travail Carhartt, un jean et des bottes qui avaient connu des jours meilleurs. Rien ne le distinguait. Il achetait toujours la même chose, un grand café noir, un paquet de bœuf séché et un paquet de Marlboro Red. Il payait en espèces, avec la pointe, et partait sans dire grand-chose au-delà de « merci » ou « bonne journée ». Juste un autre travailleur fatigué faisant son boulot dans le noir. J'ai commencé à remarquer les petits détails vers la 3e semaine. Ses ongles avaient toujours de la terre dessous, une terre sombre qui semblait fraîche, pas la saleté et la crasse qu'on aurait pu obtenir en travaillant sur des machines. Et ses bottes. Elles avaient de la boue épaisse autour des semelles et sur les lacets. Une boue rouge-brun qui semblait mouillée, malgré le fait que tout était gelé à pierre fendre dehors. On ne trouve pas de boue en janvier en Alaska. Tout était glace et pergélisol. D'où venait cette boue? J'en ai parlé à ma collègue Sarah, qui travaillait le service du soir avant moi. Ils travaillent probablement dans une serre ou quelque chose comme ça. Ils ont des sols chauffés dans ces endroits. Mais ensuite, il a commencé à poser des questions. Des petites, au début. Tu travailles ici toutes les nuits? Oui, lui ai-je répondu. De dimanche à jeudi. Tu aimes le service de nuit? C'est calme, ai-je dit, ce qui était vrai. Tu viens ici seul. Cette question a fait glisser quelque chose de glacé le long de ma colonne vertébrale, mais j'ai répondu de manière décontractée. J'ai dit que j'habitais à proximité, ce qui était un mensonge. J'habitais à Fairbanks, à 30 minutes de route. Quelques nuits plus tard. À quelle heure tu finis? 7 heures du matin, ai-je répondu, sans croiser son regard en préparant son café. Tu dois être fatiguée d'être ici toute seule. La façon dont il a prononcé le mot « seul » en l'étirant, en s'y attardant. J'ai commencé à surveiller les écrans de sécurité plus attentivement. Après ça, j'ai remarqué qu'il arrivait à 3h47. Mais si je vérifiais la caméra du parking à 3h20 ou 3h30, son camion était déjà là, garé au bord du parking près de la lisière des arbres, simplement immobile dans l'obscurité, moteur éteint. Il restait là 15-20 minutes avant de finalement se garer aux pompes et d'entrer. Que faisait-il là-bas, à observer, à attendre quelque chose? Un soir, début février, je suis allé nettoyer les toilettes vers 2h du matin, calant la porte ouverte parce que je n'aimais pas être là-dedans avec la porte fermée, coupé de ma vue sur le magasin. Je frottais le lavabo quand je l'ai vu. Un petit morceau de papier scotché à l'intérieur du distributeur de papier toilette, là où on ne pouvait le voir que si on remplaçait le rouleau. Je l'ai sorti, ma main a commencé à trembler avant même que je ne le déplie. C'était une photographie imprimée sur du papier ordinaire. Une photo de moi, prise de l'extérieur du magasin à travers la vitre, me montrant derrière le comptoir en train de lire un livre. Je portais mon hoodie violet, celui que j'avais mis 2 nuits plus tôt. L'angle suggérait qu'elle avait été prise depuis le parking, là où le Ford bleu se garait toujours. J'ai immédiatement appelé les Alaska State Troopers, mais l'unité la plus proche était à 45 minutes, et ils m'ont dit de verrouiller les portes et d'attendre à l'intérieur. J'ai obéi, m'enfermant, surveillant les écrans avec mon téléphone dans une main et une bombe au poivre dans l'autre, que j'avais acheté après qu'un client ivre s'était montré agressif ma première semaine. À 3h47 pile, le Ford bleu s'est garé sur le parking. J'ai regardé sur les caméras alors qu'il en sortait, marchait vers la porte,
essayait la poignée, la trouvait verrouillée. Il est resté là un moment, puis a frappé un coup amical, décontracté, et a appelé « Eh, vous êtes ouvert ?» Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas bougé. Il a frappé à nouveau, plus fort, puis a fait le tour du bâtiment, vérifiant les autres portes, collant son visage contre les vitres, entourant ses yeux de ses mains pour voir à l'intérieur. La police est arrivée à 4h30, et à ce moment-là, il était parti. Ils ont pris ma déposition, ont pris la photo, ont vérifié sa plaque d'immatriculation à partir des images de surveillance. Le camion était loué à une société d'encorage, sous un nom qui s'est avéré faux, payé avec une carte de débit prépayée. Impasse. L'officier, une femme nommée Trooper Kellerman, m'a dit d'appeler immédiatement s'il revenait, et qu'ils augmenteraient les patrouilles dans le secteur. Mais elle a aussi dit ce que je savais déjà, se tenir dans un parking et laisser une photo, même si c'est flippant, n'est techniquement pas un crime pour lequel on peut arrêter quelqu'un. Est-ce qu'il vous a menacé? Essayez de vous toucher? Non, ai-je admis. Juste la photo. Tenez-nous au courant, a-t-elle dit. Il n'est pas revenu pendant 5 jours. J'ai pensé que peut-être la présence de la police l'avait fait fuir, que j'étais en sécurité maintenant. Gérald, mon patron, a proposé d'envoyer quelqu'un travailler le service avec moi, mais le magasin faisait à peine assez de bénéfices pour un employé de nuit, encore moins 2, et j'avais besoin des heures. Puis, le 12 février à 3h47 pile, le Ford bleu s'est garé. J'avais déjà appelé le 911, leur avait dit qu'il était là, qu'ils étaient en route. Il est entré comme si de rien n'était, comme s'il ne m'avait pas traqué, s'est dirigé droit vers la station à café et s'est versé son grand café noir habituel. Je suis resté derrière le comptoir, la main sur la bombe au poivre dans ma poche. Ça fera $2.50, ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne me sentais. Il a payé en monnaie exacte, faisant glisser les billets et les pièces sur le comptoir sans toucher ma main. Puis il m'a regardé directement pour la première fois. Vraiment regardé, et souri. Ce n'était pas un sourire amical. « Tu as appelé les flics sur moi ?» a-t-il dit, décontracté, presque amusé. Je n'ai pas répondu. Il a pris son café, en a bu une gorgée, me regardant par-dessus le bord. Ce n'était pas très gentil, Florence. Il connaissait mon nom. Il était sur mon badge, mais la façon dont il l'a dit, familière, intime, m'a donné la chair de poule. Je essaie juste d'être amical. Juste d'apprendre à te connaître. Il s'est penché légèrement en avant. Tu es ici toute seule. N'importe quoi pourrait t'arriver. Heureusement que tu m'as pour veiller sur toi, pour m'assurer que tu es en sécurité. La police est en route, ai-je réussi à dire. Il a hoché la tête, toujours souriant. Je sais. Ils m'ont dit de rester loin, mais vois-tu, c'est un commerce public. Je suis un client. Je ne fais rien de mal. Il avait raison, techniquement. Il s'est dirigé vers la porte, puis s'est arrêté, se retournant. Je te verrai demain, Florence. À la même heure. Et il est parti, montant dans son camion et s'éloignant lentement, délibérément. Quand la police est arrivée 8 minutes plus tard, je tremblais si fort que je pouvais à peine tenir mon téléphone. Trooper Kellerman a regardé les images de surveillance, écouté l'audio que nous avions capté. Il est prudent, a-t-elle dit, sombre. Il ne te menace pas directement, ne dit rien pour lequel on pourrait l'arrêter, mais je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Elle a passé quelques coups de fil, obtenu l'autorisation de mettre en place une surveillance plus intensive. Ils ont installé une caméra dans le parking qui transmettait directement au poste de police pour qu'ils puissent réagir plus vite. Ils m'ont donné un bouton de panique qui déclencherait une réponse d'urgence immédiate. Et ils m'ont dit qu'ils essaieraient d'avoir une unité à proximité pendant ces visites habituelles. Mais il était intelligent. Plus intelligent que nous ne le pensions. Il a arrêté de venir à 3h47. À la place, il a commencé à apparaître sur les caméras de sécurité à des heures aléatoires pendant la nuit, juste pour un instant. À minuit, son camion s'est garé sur le parking, est resté là 30 secondes, puis est parti. À 1h30, il marchait jusqu'à la vitre, salua la caméra, puis disparaissait. À 4h15, il se garait au bord de la propriété, observant. Il faisait comprendre qu'il pouvait venir et partir à sa guise, que la police ne pouvait pas être partout à la fois. Que j'étais vulnérable. La percée est venue de la part du partenaire de Trooper Kellerman, un enquêteur vétéran nommé Maurice,
qui travaillait sur des affaires non résolues en Alaska depuis 20 ans. Il a reconnu le camion d'une autre affaire, une disparition non résolue de 2019. Une femme nommée Jessica, qui travaillait de nuit dans une station-service près de Tok, avait disparu après la fin de son service. Sa voiture avait été retrouvée abandonnée sur le parking, les clés toujours sur le contact. Les images de surveillance de cette nuit-là montraient un Ford bleu, avec le même pare-choc cabossé, garé au bord du parking pendant des heures. Il n'avait jamais identifié le conducteur. Maurice a sorti des dossiers sur des disparitions similaires à travers l'Alaska et en a trouvé 2 autres. Toutes 2 des femmes, travaillant toutes 2 de nuit dans des endroits isolés, toutes 2 disparues après avoir signalé un client régulier qui les mettait mal à l'aise. Les 2 affaires présentaient un Ford bleu sur les images de surveillance. Ils ont monté une opération piège le 20 février. Je travaillerai mon service comme d'habitude, mais il y aurait 3 policiers en civil dans le magasin, cachés dans l'arrière-boutique et la chambre froide, et 4 autres dans des véhicules banalisés positionnés autour de la propriété. À 3h47, le Ford bleu s'est garé, et cette fois, il n'est pas sorti pour acheter du café. Il est resté dans le camion, moteur tournant, et je pouvais le voir sur la caméra observer le magasin. À 4h, il a éteint le moteur. À 4h30, il est sorti, mais au lieu de venir à la porte, il a fait le tour par l'arrière vers l'entrée de livraison que je gardais normalement verrouillée. J'ai regardé sur les caméras alors qu'il sortait quelque chose de sa poche, un outil, et commençait à travailler sur la serrure. Trooper Kellerman a donné le signal et 6 policiers ont bougé simultanément. Ils l'ont encerclé à la porte de derrière, arme au poing, lui ordonnant de se coucher par terre. Il a obéi sans résistance, presque comme s'il s'y attendait, comme s'il avait déjà été pris et connaissait la procédure. Quand ils ont fouillé son camion, ils ont trouvé une trousse à outils avec des crochets à serrure et des coupe-verts. Ils ont trouvé des menottes, du genre en plastique qu'on ne peut pas briser. Ils ont trouvé des bâches en plastique, le genre lourd utilisé pour la construction, soigneusement pliées dans le lit du camion. Ils ont trouvé 3 bouteilles d'eau de Javel industrielle. Et ils ont trouvé des photographies, des dizaines, imprimées et rangées dans un dossier. Des photos de moi dans le magasin, des photos de mon appartement à Fairbanks dont je ne lui avais jamais parlé. Des photos de ma voiture, de moi marchant vers ma boîte aux lettres, et des photos de 3 autres femmes, des femmes différentes, chacune dans sa propre section du dossier, soigneusement organisée. Son vrai nom était Donald Pritchard, et il avait un casier dans l'État de Washington et en Oregon pour agression et harcèlement. Il était en Alaska depuis 3 ans, se déplaçant de ville en ville, obtenant des emplois qui lui permettaient de travailler de nuit, d'observer et de sélectionner. Les 3 femmes sur les photos étaient Jessica de Tok, Amanda de Glen Allen, et Heather de Nana. Jessica et Amanda étaient toujours portées disparues. Heather avait démissionné soudainement en 2020 et était partie en Californie. Mais quand les enquêteurs l'ont contactée, elle s'est effondrée et a décrit le même schéma. Un client régulier, à la même heure chaque nuit, des questions de plus en plus insistantes, des photos laissées dans des endroits étranges. Elle avait fui avant que ça n'empire, laissant tout derrière elle et s'enfuyant vers le sud. Jessica et Amanda n'avaient pas eu cette chance. Pritchard a été inculpé pour harcèlement, tentative d'effraction et possession d'outils de cambriolage. Il a été extradé vers Washington pour faire face à des charges supplémentaires. Pendant l'interrogatoire, il a refusé de dire ce qui était arrivé à Jessica et Amanda, a refusé de confirmer ou d'infirmer quoi que ce soit. Il est juste resté assis là avec ce même sourire, cette même expression calme, et n'a rien dit. Ils ont fouillé les propriétés liées à lui, sans rien trouver. L'affaire reste ouverte. J'ai démissionné de l'Arctic Express le lendemain de son arrestation. Gérald a compris, n'a même pas essayé de me faire changer d'avis. J'ai déménagé de mon appartement à Fairbanks une semaine plus tard, trouvé un endroit à Anchorage avec 2 colocataires et un système de sécurité. J'ai trouvé un emploi de jour dans une clinique vétérinaire là-bas, travaillant de 9h à 17h, entouré de gens et de chiens et de normalité. Mais je ne peux toujours pas travailler seul la nuit. Je vérifie toujours ma voiture avant d'y monter, vérifie la banquette arrière, vérifie sous le châssis. Je regarde toujours par-dessus mon épaule dans les parkings. Et chaque année, le 20 février, l'anniversaire de son arrestation, je reçois une lettre transmise par le système pénitentiaire. Le même message à chaque fois, écrit en lettres d'imprimerie soignée, « Je pense toujours à toi, Florence. » Ils ne peuvent pas me garder pour toujours. Je sais qu'il sera éligible à la libération conditionnelle en 2027. Je sais qu'il a une liste. Et je sais que même en prison, même enfermé,
il continue de m'observer, continue de planifier, continue d'attendre que l'obscurité revienne. Histoire 3. Le pêcheur sur la glace. Je pêche sur les lacs autour de Gnome depuis 23 ans. Depuis que j'ai déménagé en Alaska depuis Seattle en 1995, et je pensais avoir tout vu de ce que les eaux gelées pouvaient cacher. Des ancres anciennes, des bateaux coulés, du matériel de pêche perdu des décennies plus tôt. Même l'occasionnel caribou qui avait brisé la glace fine et s'était noyé. Mais rien ne m'avait préparé à ce que j'ai trouvé en février 2018, à 8 miles de Gnome, sur un lac si isolé qu'il n'avait même pas de nom sur les cartes, juste une désignation, lac 247B. J'avais 42 ans cet hiver-là, travaillant comme superviseur de maintenance pour le district scolaire local. Et la pêche sur glace était mon échappatoire, le seul endroit où je pouvais aller et où le bruit du monde disparaissait dans le silence blanc infini de la nuit polaire. Le lac était l'un de mes endroits secrets, un lieu que j'avais découvert 5 ans plus tôt en explorant avec ma motoneige. Il n'était pas facile d'y accéder, nécessitant un trajet de 2 heures à travers la toundra gelée. Mais la pêche y était exceptionnelle. Des ombres arctiques et des truites de lac qui se battaient comme s'ils avaient quelque chose à prouver. Je montais mon abri de pêche portable, perçais mes trous, et passais des week-ends entiers là-bas avec rien d'autre que mes pensées et le cri occasionnel d'un corbeau au-dessus de moi. Ce week-end-là, j'avais congé le vendredi, alors je suis parti le jeudi soir, prévoyant de pêcher toute la nuit et jusqu'au vendredi. La température était stable à moins 15 degrés Celsius. Froid, mais gérable avec le bon équipement, et le ciel était dégagé. Des étoiles si brillantes qu'elles projetaient des ombres sur la neige. J'ai percé mon premier trou à 50 yards du rivage, dans une eau que je savais être à environ 30 pieds de profondeur, un endroit où j'avais déjà attrapé des poissons. La tarière a traversé 14 pouces de glace solide, et j'ai dégagé la boue et installé ma canne à pêche. J'ai laissé descendre la ligne avec un leurre en cuillère argentée garni d'un hareng gelé. En attendant une touche, j'ai allumé ma lampe frontale et me suis agenouillé, regardant dans le trou comme je le faisais toujours, observant les formations de glace sous la surface, la façon dont la lumière se réfractait à travers les couches gelées. C'est alors que je l'ai vu. À 6 pieds sous moi, suspendu dans la glace en dessous, quelque chose de sombre et irrégulier. Définitivement pas un poisson. J'ai déplacé ma lampe frontale pour essayer d'avoir un meilleur angle, et mon estomac s'est retourné. Ça ressemblait à des doigts humains, étalés et pressés contre la glace comme s'ils essayaient d'atteindre la surface. Je me suis dit que je me trompais, que c'était juste une branche ou des débris, mais je ne pouvais pas chasser cette image de mon esprit. J'ai rangé mon équipement et l'ai écarté, puis j'ai démarré ma tronçonneuse, celle que je transportais pour couper les crêtes de pression si j'avais besoin de me déplacer sur le lac. J'ai commencé à découper la glace, élargissant le trou de pêche en un carré de 2 pieds. Le travail était lent et mes mains tremblaient. À cause du froid ou de l'adrénaline, je ne savais pas. Quand j'ai enfin dégagé assez de glace et que j'ai éclairé vers le bas, il n'y avait aucun doute. C'était une main humaine, gelée, solide, la peau décolorée mais conservée par le froid. Les doigts étaient fins, féminins. Et sur l'annulaire, je pouvais voir une bague turquoise distinctive sertie d'argent, le genre de bijoux autochtones alaskiens qu'on pouvait acheter dans les boutiques de souvenirs à travers l'État. Je ne l'ai pas touché. J'ai reculé du trou, sorti mon téléphone satellite, et appelé le 911. La dispatchère semblait sceptique au début, a probablement pensé que j'étais ivre ou en train d'halluciner, mais j'ai insisté, donné mes coordonnées, et attendu. Il a fallu 4 heures aux Alaska State Troopers pour me rejoindre, arrivant en motoneige avec du matériel et une équipe médico-légale d'encourage qui avait volé jusqu'à Gnome. Ils ont apporté des chauffages portatifs et des outils de découpe spécialisés. Et au cours des 6 heures suivantes, ils ont extrait le corps de la glace. C'était une femme, peut-être 30 ans au moment de sa mort, vêtue d'un jean et d'une parka épaisse, ses cheveux sombres gelés en un halo autour de sa tête. Le froid l'avait remarquablement bien conservée, comme si elle était morte il y a quelques semaines au lieu des décennies qu'il s'est avéré. Ils ont trouvé une pièce d'identité dans la poche de sa veste, un permis de conduire au nom de Victoria Chen, dernière adresse connue à Anchorage. Le permis avait expiré en 1987. Elle était dans la glace depuis 31 ans. L'enquêteur principal, un détective nommé Harmon, spécialisé dans les affaires non résolues, m'a appelé 2 semaines plus tard. « Nous devons vous poser quelques questions sur le corps », a-t-il dit, sa voix tendue par quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait identifier. De l'excitation, peut-être, ou de la crainte. Je l'ai rencontré au poste de police de Gnome,
et il m'a montré des photos de la scène de crime disposée sur une table de conférence. Nous avons trouvé quelque chose dans ses poches, a-t-il dit. 7 permis de conduire, appartenant tous à des femmes différentes, tous des années 1980 et 1990, tous signalés comme disparus pendant cette période. Il a fait glisser les photos vers moi. 7 visages, 7 noms que je ne reconnaissais pas, sauf un. Le détective Harmon a pointé un permis pour une femme nommée Sarah Harmon, signalée disparue en 1989. Ma sœur, a-t-il dit calmement. Elle a disparu à 24 ans. J'en avais 16. Ça a détruit ma famille. L'enquête qui a suivi a été massive. Ils ont identifié Victoria Chen comme une femme qui avait travaillé dans un refuge pour sans-abri à Anchorage dans les années 1980. Elle avait été signalée disparue en janvier 1987 par son employeur. Mais l'affaire était devenue froide presque immédiatement. Aucun indice, aucun témoin, aucun corps. Maintenant, ils l'avaient, et ils avaient la preuve qu'elle était liée à cette autre disparition. Ils ont fouillé les archives, interrogé des personnes qu'il avait connues, et ont trouvé un schéma. Victoria ciblait des femmes vulnérables, des fugueuses, des toxicomanes et des prostituées, des femmes qui ne seraient pas immédiatement recherchées, leur offrant un abri et de l'aide, puis les emmenant hors de la ville. Des témoins se souvenaient qu'elle mentionnait une cabane qu'elle possédait à l'extérieur de Gnome, un endroit où les femmes pouvaient recommencer à zéro. Les troopers ont localisé la cabane en utilisant de vieilles archives foncières, une structure décrépite à 15 miles de l'endroit où j'avais trouvé le corps, abandonné et en ruine. À l'intérieur, ils ont trouvé des journaux, des dizaines de cahiers remplis de l'écriture de Victoria. Les entrées étaient glaciales, des descriptions méthodiques d'attirer des femmes à la cabane pendant l'hiver, de les y retenir et de les tuer finalement. Elle écrivait sur le lac, sur la façon dont la glace était l'endroit parfait pour cacher les corps, comment les cadavres pouvaient être alourdis et poussés à travers des trous dans la glace fine pendant le dégel printanier, coulant au fond où ils ne seraient jamais retrouvés. Mais elle avait aussi écrit sur la satisfaction qu'elle ressentait, le pouvoir, la façon dont cela la faisait se sentir vivante dans l'obscurité de l'hiver alaskien. Les dernières entrées du dernier journal, datées de janvier 1987, étaient différentes. Victoria écrivait avoir fait une erreur, avoir amené quelqu'un à la cabane qui s'était rebellé, quelqu'un de plus fort qu'elle ne l'avait prévu. L'entrée se terminait brutalement, en plein milieu d'une phrase. La théorie du détective Harmon était que la dernière victime prévue de Victoria avait renversé la situation, l'avait dominée et tuée en légitime défense, puis, paniquée, avait disposé du corps dans le lac de la même manière que Victoria avait fait avec les autres. Cette personne, qui qu'elle soit, n'était jamais venue en avant, n'avait jamais signalé ce qui s'était passé. Elle avait simplement disparu dans sa vie, gardant le secret pendant 3 décennies. Les autres permis de conduire présentaient une tâche sinistre. Les troopers ont organisé une fouille du lac, apportant un équipement sonar et des plongeurs en combinaisons étanches pour explorer le fond. Au cours de 3 semaines, ils ont récupéré 3 autres corps, tous des femmes, correspondant au nom des permis trouvés dans la poche de Victoria. Les 4 autres femmes restaient portées disparues, leurs corps soit dans des endroits différents, soit trop décomposés et dispersés pour être identifiés. Le détective Harmon a pu enterrer sa sœur, enfin capable de donner à sa famille une fermeture. Après 29 ans, les autres familles ont reçu le même cadeau terrible, la connaissance de ce qui s'était passé, même si cela n'apportait aucun réconfort. Quant à moi, je n'ai plus jamais pu retourner à ce lac. Je n'ai plus jamais pu percer un autre trou dans la glace sans imaginer ce qui pouvait encore s'y trouver, gelé dans l'eau sombre. Mais je n'ai pas pu m'empêcher d'y penser. Je n'ai pas pu m'empêcher de me demander qui avait tué Victoria, le survivant inconnu qui s'était échappé. Était-il encore en vie? Savait-il que le corps de Victoria avait été retrouvé? Se réveillait-il la nuit en se souvenant de ce qu'ils avaient fait, justifié ou non? Et y avait-il d'autres corps, dans d'autres lacs, d'autres tombes gelées que Victoria avait utilisées avant la cabane, avant Gnome? J'ai commencé à passer mes week-ends différemment. Au lieu de pêcher, j'ai commencé à explorer d'autres lacs isolés, perçant des trous d'essai, regardant dans la glace avec ma lampe frontale. Je me disais que j'aidais, que je faisais quelque chose d'utile. Mais ma femme disait que je devenais obsédé. Elle avait probablement raison. Au cours des 4 années suivantes, j'ai élargi mes recherches, couvrant des dizaines de lacs dans la région. J'ai trouvé des débris, du matériel perdu, des motoneiges engloutis. Et j'ai trouvé 3 autres corps. Pas les victimes de Victoria, mais d'autres. Des personnes disparues à différentes époques, dans des circonstances différentes.
Chaque découverte a mené à des enquêtes, des identifications, des familles recevant des nouvelles terribles qui étaient d'une certaine manière meilleures que de ne pas savoir. La police a commencé à m'appeler quand ils avaient des affaires impliquant des personnes disparues et des étendues d'eau. Je suis devenu un consultant officieux, le gars qui savait lire la glace, repérer les anomalies, chercher de manière méthodique. Le détective Harmon a pris sa retraite en 2022. Mais avant de partir, il est venu me voir. « Tu as donné la paix à ma famille », a-t-il dit. « Tu nous as rendu Sarah. Je ne sais pas si c'est une bénédiction ou une malédiction pour toi de trouver les morts, mais je veux que tu saches que ça compte. » Il m'a tendu un dossier épais rempli de papiers. Ce sont des affaires non résolues à travers l'Alaska. Des personnes disparues près de lacs et de rivières. Il y a 4 permis de la poche de Victoria que nous n'avons jamais pu associer. Si tu continues à chercher, commence peut-être par cela. J'ai toujours ce dossier. Je passe toujours mes hivers sur la glace, ne pêchant plus, juste cherchant. Ma femme m'a quitté en 2023, disant qu'elle ne pouvait pas me regarder disparaître dans l'obsession. Qu'elle ne pouvait pas rivaliser avec les fantômes que je poursuivais. Je comprends sa décision. J'ai 48 ans maintenant, et j'ai trouvé 11 corps depuis ce premier jour en 2018. 11 personnes ramenées à la maison, 11 mystères résolus. Mais je suis hanté par les chiffres qui ne s'additionnent pas. Les 4 permis toujours non associés. La personne inconnue qui a tué Victoria et s'est évanouie dans la nature. Parfois, tard dans la nuit, je reçois des lettres anonymes. Pas d'adresse de retour, envoyées de différentes villes à travers l'Alaska. Elles ne disent jamais grand-chose, juste quelques mots. Merci de les avoir trouvés. Elle méritait ce qui lui est arrivé. Certains secrets devraient rester enterrés. Je ne sais pas qui les envoie, mais j'ai mes soupçons. Et je continue à chercher parce que quelqu'un doit le faire, parce que la glace garde ses secrets jusqu'à ce que quelqu'un regarde assez près pour voir ce qui gît en dessous. Histoire 4. La voix des profondeurs. Je n'ai jamais cru aux fantômes avant novembre 2220, quand j'avais 29 ans et que je travaillais comme technicienne en communication radio pour le National Weather Service à Utqiagvik, anciennement Barrow, le settlement le plus septentrional des États-Unis. Mon travail était simple et solitaire, exactement ce que je voulais. Après avoir passé 5 ans dans le chaos de l'industrie technologique de Seattle, je maintenais la tour de communication située à 3 miles en dehors de la ville, une structure en acier de 60 mètres hérissée d'antennes et d'émetteurs, envoyant des données météorologiques et des diffusions d'urgence à travers la pente nord. Pendant la nuit polaire, quand le soleil disparaissait mi-novembre et ne réapparaissait pas avant fin janvier, je passais des jours entiers à la station de la tour, un petit bâtiment chauffé à la base équipé de matériel de surveillance, d'un lit de camp, et de suffisamment de provisions pour attendre toute tempête de neige qui pourrait m'y piéger. La tour était mon sanctuaire. La plupart de mon travail consistait à vérifier les connexions, remplacer l'équipement endommagé, et surveiller les systèmes automatisés qui fonctionnaient 24 heures sur 24. J'apportais des livres, mon ordinateur portable chargé de films, et suffisamment de café pour alimenter une petite armée. L'isolement ne me dérangeait pas. Après le bruit constant et les demandes sociales de la vie urbaine, le silence de l'Arctique me semblait comme un remède. Ce novembre-là, la nuit polaire s'est installée sur nous comme une couverture lourde, et j'ai proposé de prendre l'écart prolongé à la tour parce que la paix des heures supplémentaires était excellente, et que j'appréciais vraiment d'être là-bas seul avec mes pensées et le bourdonnement des émetteurs. Le 8 novembre, 3 jours après le début de la nuit polaire, je faisais un balayage de fréquences de routine, vérifiant les interférences sur nos canaux assignés. Le National Weather Service opérait sur des fréquences spécifiques, mais une partie de mon travail consistait à surveiller l'ensemble du spectre pour m'assurer que personne d'autre n'émettait sur nos bandes ou ne causait de problème. Vers 2 heures du matin, j'ai capté quelque chose d'inhabituel sur la fréquence 4625 kHz, une ancienne bande onde courte abandonnée des décennies plus tôt quand de nouvelles technologies l'avaient rendue obsolète. Au début, j'ai pensé que c'était une interférence atmosphérique, le genre de signaux étranges qu'on obtient parfois en rebondissant sur l'ionosphère dans l'Arctique. Mais en réglant plus précisément, j'ai réalisé que c'était une voix humaine lisant des nombres d'un ton plat, sans émotion. 71.3928 nord, 156.4781 ouest. Répétez. 71.3928 nord, 156.4781 ouest. Puis silence pendant exactement 60 secondes, suivi de la même séquence. J'ai attrapé un stylo et noté les coordonnées. Ma curiosité était piquée.
La voix était celle d'un homme d'âge moyen, peut-être sans accent identifiable, juste cette qualité robotique étrange qui venait de quelqu'un lisant sans intonation. J'ai laissé tourner pendant 10 minutes et le schéma n'a jamais changé. Les mêmes coordonnées, la même pause de 60 secondes, encore et encore. J'ai ouvert un programme de cartographie sur mon ordinateur et entré les coordonnées. Elle pointait vers un endroit à 40 miles au nord des Utqiagvik, bien au large dans l'océan Arctique gelé. Il n'y avait rien là-bas. Juste de la glace et de l'eau sombre en dessous. Pas d'île, pas de plateforme de forage, rien qui pourrait expliquer pourquoi quelqu'un diffusait ces nombres spécifiques. J'ai vérifié mes archives. La fréquence 4625 kHz avait été désaffectée en 1998, assignée à un navire de recherche appelé l'Arcturus qui menait des études océanographiques dans la mer de Beaufort. L'Arcturus avait coulé pendant une tempête en décembre 1994, emportant avec lui les 11 membres d'équipage. Le navire n'avait jamais été retrouvé, présumé perdu quelque part dans les eaux profondes au nord de l'Alaska. J'ai appelé la station de la garde côtière à Utqiagvik, parlé à un officier de quartier-maître nommé Peterson, qui semblait à moitié endormi, mais a pris mon rapport au sérieux. « Vous captez des transmissions depuis le milieu de l'océan » a-t-il demandé, le scepticisme clair dans sa voix. J'ai confirmé, lui ai donné la fréquence et les coordonnées. « Nous enverrons une patrouille quand le temps se dégagera » a-t-il dit. Probablement juste une balise automatisée qui s'est activée d'une manière ou d'une autre. Bizarre, mais ça arrive. J'ai accepté cette explication, j'ai déposé mon rapport, et je suis retourné au travail. Mais la transmission a continué. Toutes les 6 heures pile, la voix revenait, lisant ces mêmes coordonnées. La garde côtière est sortie 3 jours plus tard, prenant un hélicoptère jusqu'aux coordonnées pendant l'une des brèves périodes de crépuscule que nous avions vers midi. Ils n'ont rien trouvé. Pas de balises, pas de débris, pas de signaux quand ils étaient physiquement à l'emplacement. Mais quand ils sont revenus et que j'ai vérifié la fréquence à nouveau, la transmission avait repris, règle ton schedule. Peterson m'a rappelé, frustré. Il n'y a rien là-bas, Ruby. Nous avons fait un balayage complet, utilisé notre équipement pour vérifier les signaux sous-marins, vérifier la glace. Peu importe ce que vous captez, ça ne vient pas de ces coordonnées. Mais je savais ce que j'entendais. Je l'ai enregistré, envoyé les fichiers audio à la garde côtière et à mes supérieurs au Weather Service. Tout le monde était d'accord pour dire que c'était réel, mais personne ne pouvait l'expliquer. La transmission a continué pendant 23 jours consécutifs, puis s'est arrêtée brusquement le 1er décembre à 6 heures du matin. J'étais en train de la surveiller quand c'est arrivé, écoutant la voix réciter les coordonnées pour ce qui devait être la 1000e fois, et puis, en pleine phrase, ça s'est juste coupé, remplacé par des parasites. J'ai attendu, pensant que peut-être l'équipement avait lâché, mais les parasites ont continué pendant des heures. J'ai vérifié d'autres fréquences. Tout fonctionnait parfaitement. Ce qui diffusait avait simplement disparu. J'ai déposé un autre rapport, notant la cessation, et j'ai essayé d'oublier. Mais je ne pouvais pas me défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas, que le timing et les coordonnées voulaient dire quelque chose que je ne comprenais pas. J'ai passé des semaines à faire des recherches sur l'Arcturus, lisant de vieux rapports sur le naufrage, cherchant un lien avec les coordonnées que j'avais entendues. Le navire avait coulé pendant une tempête, envoyant un appel de détresse qui avait été reçu par la garde côtière. Mais quand les sauveteurs étaient arrivés, il ne restait rien que des débris flottants. La position officielle du naufrage n'avait jamais été précisément déterminée parce que la tempête avait dispersé les débris sur une large zone et que le navire n'était pas équipé d'un GPS moderne. L'équipage comprenait 3 femmes et 8 hommes, âgés de 24 à 57 ans. Ils étaient des scientifiques et des techniciens faisant des recherches sur les courants océaniques et la biologie marine. L'enquête avait conclu que le navire avait été submergé par les vagues et avait coulé rapidement, ne laissant aucun temps à l'équipage pour évacuer. En mars 2021, j'avais presque oublié les transmissions. Occupé par la maintenance de printemps et me préparant au retour du soleil. Puis, le 8 novembre 2021, exactement un an après les avoir entendues pour la première fois, les transmissions ont recommencé. Même fréquence, même voix, même coordonnées. Je n'étais même pas à la tour quand ça a commencé. J'étais chez moi à Utqiagvik quand mon téléphone a sonné à 2 heures du matin. Mon superviseur m'appelait pour me dire que le système de surveillance automatisé avait signalé une activité inhabituelle sur les anciennes bandes ondes courtes. J'ai conduit jusqu'à la tour dans l'obscurité. Et c'était là, cette voix plate, sans émotion, lisant des nombres.
71.3928 nord, 156.4781 ouest. Cette fois, j'étais préparé. J'avais un meilleur équipement d'enregistrement. J'avais contacté des chercheurs marins et des experts radio, et j'avais convaincu la garde côtière de prendre ça plus au sérieux. Peterson, qui avait été promu et était maintenant plus investi dans la résolution du mystère, a coordonné une recherche plus approfondie. Ils ont envoyé des plongeurs aux coordonnées pendant une brève fenêtre météo, utilisant le sonar et des caméras sous-marines pour scanner le fond de l'océan. Et ils l'ont trouvé. L'Arcturus, ou ce qu'il en restait, gisant à 100 mètres de profondeur. La coque était brisée mais reconnaissable. Les coordonnées que la voix diffusait étaient l'emplacement exact de l'épave, précis à 15 mètres près. Les plongeurs ont remonté des artefacts, de l'équipement du navire, et surtout, ils ont trouvé la balise radio d'urgence, une unité étanche conçue pour s'activer automatiquement si le navire coulait. Mais voici ce qui n'avait aucun sens. La balise était inactive. Elle avait été déclenchée quand le navire avait coulé en 1994, mais sa batterie était morte depuis des années. Les plongeurs ont confirmé qu'elle ne transmettait pas. Ne pouvait pas transmettre. Pourtant, je captais toujours le signal à la tour, j'entendais toujours cette voix toutes les 6 heures, je l'enregistrais toujours. Peterson m'a envoyé les spécifications techniques de la balise. C'était une vieille technologie, activation manuelle uniquement, et elle avait été conçue pour diffuser un signal de détresse, pas une voix, et certainement pas des coordonnées en anglais. Les transmissions ont continué pendant 23 jours, puis se sont arrêtées le 1er décembre, exactement comme l'année précédente. J'ai commencé à compter à rebours, sachant que si le schéma se maintenait, elle reviendrait le 8 novembre 2022. Et elles l'ont fait. Même fréquence, même voix, même routine. Mais cette fois, j'ai remarqué quelque chose que j'avais manqué avant. La voix ne se contentait pas de lire des coordonnées. Si on écoutait très attentivement, dans les pauses entre les nombres, il y avait autre chose. Un faible bruit de fond, comme du vent ou une respiration. Et occasionnellement, si silencieux qu'on pouvait à peine l'entendre, d'autres voix, des voix multiples, chuchotant des mots que je ne pouvais pas distinctement comprendre. J'ai amplifié les enregistrements en utilisant un logiciel audio, isolant les sons de fond, les amplifiant. Ce que j'ai entendu m'a fait trembler les mains. Les chuchotements comptaient, pas des coordonnées, mais des nombres, comptant à rebours, commençant à partir d'un nombre élevé que je ne pouvais pas déterminer, et diminuant d'une unité à chaque fois que la voix principale diffusait. J'ai écouté des centaines d'heures d'enregistrement, suivant le compte à rebours, et j'ai réalisé qu'il avait commencé à environ 8000 et était maintenant descendu à 7400. Compter à rebours vers quoi? Je n'en avais aucune idée, mais les implications étaient terrifiantes. Quelque chose ou quelqu'un activait manuellement une transmission depuis le site de l'épave chaque année depuis 26 ans, ou bien l'épave elle-même générait ces signaux d'une manière qui défiait la physique. J'ai gardé ce détail pour moi au début, ne voulant pas paraître fou. Mais en juin 2022, j'ai reçu un colis à mon adresse à Utqiagvik. Pas d'adresse de retour, oblitéré d'encorage, emballé dans du papier craft. À l'intérieur, il y avait une photographie, vieille et décolorée, montrant l'équipage de l'Arcturus debout sur le pont, souriant, jeunes et vivants, et ignorant leur destin approchant. Au dos, écrit d'une écriture tremblante, se trouvaient les mots « Ils sont toujours là-bas ». Ils essaient toujours de nous le dire. Arrête d'écouter. Ce n'est pas pour toi. La photo montrait 11 personnes, mais quand j'ai compté soigneusement, il y avait 12 figures sur l'image. Debout à l'arrière, partiellement obscurci par l'ombre et l'angle de la prise de vue, il y avait quelqu'un d'autre. Quelqu'un dont le visage était flou, comme s'il avait bougé au moment où la photo était prise. Les transmissions continuent chaque novembre, et je continue de les surveiller. Le compte à rebours est maintenant en dessous de 7000, diminuant d'environ 40 à 50 unités par an. J'ai essayé de calculer quand il atteindra 0, et ma meilleure estimation est novembre 2047, 26 ans après avoir entendu la voix pour la première fois. J'ai été muté dans une autre installation en 2023. Je ne pouvais plus supporter d'être dans cette tour. Je ne pouvais plus supporter d'entendre cette voix, année après année. Mais mon remplaçant, un jeune homme nommé Torres, m'appelle chaque novembre quand les transmissions commencent. Il les a entendues, lui aussi. Il a entendu le compte à rebours. Et l'année dernière, il m'a dit quelque chose qui me tient éveillé la nuit. La garde côtière est retournée sur le site de l'épave en octobre 2023, prévoyant de récupérer plus d'artefacts pour les familles de l'équipage perdu.
Les plongeurs sont descendus, ont localisé l'Arcturus, et ont trouvé quelque chose qui n'était pas là lors des plongées précédentes. Quelqu'un avait soudé un nouvel équipement à la coque, un émetteur numérique moderne alimenté par un système de batterie qui ne devrait pas fonctionner à cette profondeur et température. L'émetteur était actif, diffusant sur la fréquence 146,5 kHz. Quelqu'un plonge jusqu'à l'épave chaque année, au milieu de la nuit polaire, dans certaines des eaux les plus dangereuses du monde, pour l'activer manuellement. Et ils font ça depuis 26 ans. Je reçois toujours des colis non marqués contenant des photographies de moi. Des photos prises de l'extérieur de ma fenêtre. Des photos prises de la tour. Des photos prises dans des endroits où je pensais être seul. Chaque colis contient le même message écrit de cette écriture tremblante, arrête d'écouter. Mais je ne peux pas m'arrêter, parce que j'ai besoin de savoir ce qui se passera quand le compte à rebours atteindra 0. Histoire 5. La randonnée de la nuit polaire. J'ai toujours été du genre à faire trop facilement confiance, à croire que la plupart des gens étaient fondamentalement bons, que si on abordait les inconnus avec gentillesse et ouverture, ils répondraient d'eux-mêmes. Cet optimisme a failli me coûter la vie en décembre 2017, quand j'avais 31 ans et que j'étais nouvelle en Alaska. Ayant déménagé à Anchorage depuis Portland 6 mois plus tôt pour un emploi dans une firme de conseil environnemental, j'avais passé mes premiers mois à explorer la ville, à m'habituer à la longue obscurité hivernale, et à chercher des moyens de me connecter avec la communauté outdoor qui m'avait attiré vers le nord en premier lieu. La nuit polaire me fascinait plutôt que de m'effrayer. J'adorais la façon dont l'obscurité vous faisait apprécier la lumière. La façon dont les étoiles flamboyaient au-dessus de moi avec une intensité que je n'avais jamais vue dans les 48 États continentaux. Début décembre, j'ai trouvé un forum en ligne appelé Alaska Adventure Network, un groupe Facebook d'environ 3000 membres qui organisait des randonnées, des expéditions de camping et des excursions en plein air à travers l'État. Les gens postaient constamment sur les aventures à venir, cherchant des partenaires pour partager les frais d'essence et la compagnie lors de longs trajets vers des départs de sentiers isolés. J'avais traîné dans le groupe pendant des semaines, lisant des comptes rendus de randonnée et admirant des photos d'endroits que je mourais d'envie de voir, quand un post est apparu qui semblait parfait. Expérience de randonnée en nuit polaire au Chugach State Park, 16 décembre. Recherche 4 à 6 randonneurs expérimentés pour une randonnée d'une nuit. Venez admirer la beauté de l'obscurité hivernale de l'Alaska. Doit être à l'aise avec le camping d'hiver et la navigation. Envoyez un message pour plus de détails. Le post était écrit par quelqu'un nommé Cameron, dont le profil montrait un homme d'âge moyen avec un sourire amical, portant de l'équipement outdoor technique dans divers cadres montagneux. Sa page était remplie de photos de randonnées, de critiques de sentiers et de posts de défense de l'environnement. Il avait l'air légitime, expérimenté, exactement le genre de personne dont je voulais apprendre. Je lui ai envoyé un message pour exprimer mon intérêt, et il a répondu dans l'heure, enthousiaste et accueillant. Il a dit que le groupe serait petit, 6 personnes en tout, lui inclus, et que l'itinéraire nous mènerait dans une section moins connue du Chugach State Park, où nous pourrions vivre une vraie solitude en pleine nature. Il m'a envoyé une liste de matériel détaillé, a insisté sur l'importance d'un bon équipement d'hiver, et m'a demandé mon niveau d'expérience. Je lui ai dit que j'avais fait beaucoup de randonnées d'hiver dans les cascades, que j'étais à l'aise avec le camping par temps froid, et que j'étais excité à l'idée d'explorer l'Alaska avec des locaux expérimentés. Nous avons convenu de nous retrouver au départ du sentier Glen Alp à 9h du matin le 16 décembre. Je suis arrivé 15 minutes en avance. Mon sac à dos chargé de tout ce qui était sur la liste de Cameron. Un sac de couchage résistant jusqu'à -20 degrés Celsius. Un tapis isolant, une tente, un réchaud, 3 jours de nourriture, des couches supplémentaires, une lampe frontale avec des piles de rechange, des outils de navigation, et du matériel d'urgence. Le parking était presque vide. Juste quelques voitures appartenant à des coureurs et skieurs du matin. Cameron est arrivé exactement à 9h, conduisant un suburban blanc avec des plaques d'Alaska, et il ressemblait exactement à ses photos, peut-être 50 ans, un visage buriné, une manière confiante. Il s'est présenté, m'a serré la main ferme, et a commencé à vérifier mon équipement avec une efficacité professionnelle, hochant la tête avec approbation devant mes choix. Au cours des 20 minutes suivantes, 4 autres randonneurs sont arrivés. Il y avait Marcus, un type calme dans la trentaine, qui a dit qu'il travaillait sur les champs pétrolifères de la North Slope. Il y avait Denise, peut-être 40 ans, qui a mentionné qu'elle était infirmière. Il y avait Kevin, fin vingtaine, un étudiant en géologie. Et il y avait Sarah, début trentaine, qui a dit qu'elle était professeure en vacances d'hiver. Tout le monde semblait sympa,
compétents, habillés de manière appropriée pour les conditions. Nous avons fait les présentations dans le parking, et Cameron a passé en revue l'itinéraire en utilisant une carte topographique étalée sur le capot de son suburban. Il a tracé une boucle qui nous mènerait à 12 miles dans le parc, vers une vallée où nous pourrions camper et vivre la pleine obscurité de la nuit polaire, loin de toute pollution lumineuse. Le plan était de randonner pendant les heures de lumière, telles qu'elles étaient. Installer le camp, passer la nuit, et randonner de retour le lendemain. Simple, direct. Exactement ce que j'espérais. Nous avons commencé à randonner à 9h30, suivant un sentier bien entretenu qui grimpait progressivement à travers une forêt enneigée. Le soleil ne se lèverait pas avant encore 2 heures. Et quand il le ferait, il frôlerait à peine l'horizon avant de se coucher à nouveau vers 15 heures, nous laissant peut-être 5 heures de crépuscule. Cameron menait, fixant un rythme confortable, et je me suis mis en ligne derrière lui, les autres répartis derrière moi. La conversation était facile, le genre de bavardage pour faire connaissance qui se produit lors des randonnées en groupe. Nous parlions de d'où nous venions, de ce qui nous avait amenés en Alaska, de nos sentiers et expériences outdoor préférées. Tout semblait normal, agréable, même. Exactement ce que j'avais espéré trouver. Environ 4 heures plus tard, nous avons atteint une jonction où notre sentier croisait un plus petit, moins entretenu. Selon mon GPS et la carte que j'avais téléchargée, nous aurions dû continuer tout droit, suivant le sentier principal plus profondément dans la vallée que Cameron nous avait montré. Mais Cameron a tourné à gauche sur le plus petit sentier sans hésitation, et le groupe a suivi. Je me suis arrêté, sortant mon téléphone pour vérifier la carte, et j'ai appelé vers l'avant. Et, Cameron, je pense qu'on devrait aller tout droit ici. Ce sentier va vers l'est, loin de l'endroit que tu nous as montré. Il s'est retourné, souriant, pas du tout inquiet. Le sentier principal est trop fréquenté à cette période de l'année. On prend un itinéraire alternatif plus pittoresque. Fais-moi confiance, je l'ai fait des dizaines de fois. Mais mon GPS montrait clairement que le sentier principal n'était pas fréquenté. Il n'y avait aucun autre randonneur, aucune trace sauf les nôtres, et l'itinéraire alternatif qu'il nous faisait prendre nous éloignait des limites du Chugach State Park, vers une zone non désignée pour le camping. J'ai senti le premier frisson d'inquiétude, mais je l'ai réprimé. Peut-être que je lisais mal la carte. Peut-être qu'il y avait des règlements locaux que je ne comprenais pas. Marcus, Denise, Kevin et Sarah avaient tous suivi Cameron sans question, et ils affirmaient tous avoir de l'expérience en randonnée. Je ne voulais pas être la nouvelle qui causait des problèmes lors de ma première sortie en groupe, alors j'ai suivi, mais j'ai gardé mon GPS actif, surveillant notre trajectoire. 1 heure plus tard, nous étions à des miles de tout sentier marqué, traversant un terrain de plus en plus difficile, brisant à travers une neige profonde par endroits, grimpant sur des rochers couverts de glace ailleurs. Le crépuscule qui passait pour la journée était déjà en train de s'estomper. Et Cameron ne montrait aucun signe de vouloir s'arrêter pour installer le camp. On est presque arrivé, continuait-il de dire chaque fois que quelqu'un demandait. Juste un autre mile. Mais mon GPS montrait que nous étions maintenant à 7 miles du départ du sentier, complètement dans la mauvaise direction. Allant vers le nord quand nous aurions dû aller vers l'ouest. Je me suis arrêté à nouveau, plus fermement cette fois. Cameron, on doit parler de l'endroit où on va. Mon GPS montre qu'on est complètement hors piste. Cette fois, quand il s'est retourné, son expression était différente. Plus amicale, mais patiente d'une manière condescendante, comme un parent gérant un enfant difficile. Holly, j'apprécie ton inquiétude, mais je randonne dans ces montagnes depuis 15 ans. Le GPS n'est pas toujours précis ici. La déclinaison magnétique, le terrain, ça fausse les lectures. On est exactement là où on doit être. Les autres s'étaient arrêtés aussi, maintenant, regardant notre échange. Et j'ai remarqué quelque chose qui a serré ma poitrine. Ils portaient tous des bracelets assortis à leur poignet gauche. De simples cordes tressées en rouge et noir que je n'avais pas remarqué dans le parking. Cameron en portait un aussi. Je n'en avais pas. Personne n'avait mentionné les bracelets. D'où vous avez tous ces bracelets, ai-je demandé, essayant de garder ma voix décontractée. Denise a regardé son poignet, puis m'a souri. Ce n'était pas un sourire chaleureux. On les a fabriqués lors de la dernière réunion, a-t-elle dit. Tu auras le tien quand on atteindra le point de rencontre. Point de rencontre, pas campement, pas destination. Point de rencontre. Cameron a commencé à marcher à nouveau, plus vite maintenant, et les autres ont suivi immédiatement, comme si c'était chorégraphié. Je suis resté là un moment,
mon esprit tournant à plein régime. Tout dans cette situation était faux. L'itinéraire, les bracelets, la façon dont ils bougeaient tous en synchronisation. J'ai sorti mon téléphone, pensant que j'allais appeler quelqu'un, mais il n'y avait pas de réseau. Il n'y en avait plus depuis que nous avions quitté le départ du sentier. J'ai vérifié mon GPS une dernière fois, marqué notre position actuelle, et pris une décision. Je retourne en arrière, ai-je appelé. Je pense que j'ai fait une erreur en m'inscrivant à ça. Cameron s'est arrêté, et tout le groupe s'est arrêté avec lui. Ils se sont retournés pour me faire face, se tenant en un demi-cercle lâche à 6 mètres devant, leur visage à peine visible dans la lumière déclinante. « Holly », a dit Cameron, sa voix douce mais ferme. « Tu ne peux pas retourner seul. Il fait nuit. Tu vas te perdre. Viens avec nous au point de rencontre. Et demain, on randonnera tous ensemble. » Mais sa main s'est déplacée vers son sac à dos, atteignant quelque chose. Et ce mouvement a déclenché un instinct de survie pure. Je me suis retourné et j'ai couru en arrière sur le chemin que nous avions pris, suivant nos traces dans la neige. Derrière moi, j'ai entendu Cameron crier quelque chose. J'ai entendu plusieurs ensembles de pas écrasant la neige en me poursuivant. J'ai couru plus fort, mon sac à dos rebondissant, ma respiration venant en halètement racler dans l'air froid. Le faisceau de ma lampe frontale sautait sauvagement, éclairant des arbres et des rochers et les 2 lignes de notre sentier. J'ai risqué un regard en arrière et j'ai vu 5 lumières, 5 lampes frontales bougeant en formation, maintenant la même distance derrière moi. Ils ne tentaient pas de me rattraper. Ils me harcelaient, gardant le rythme, m'épuisant. J'ai couru pendant ce qui m'a semblé être des heures, mais qui était probablement seulement 20 minutes, avant que mes jambes ne lâchent. J'ai trébuché, suis tombé lourdement dans la neige, et j'ai senti quelque chose dans ma cheville se tordre. La douleur était immédiate et écrasante. Je me suis retourné sur le dos, fouillant dans la poche de ma veste pour la bombe au poivre que je gardais toujours, et je l'ai pointée vers les lumières approchantes. « Restez en arrière », ai-je hurlé. J'ai du gaz poivre et une balise satellite. Les autorités savent où je suis. Le mensonge est venu facilement, désespérément. Les lumières ont cessé d'avancer, peut-être à 5 mètres, et la voix de Cameron est venue de l'obscurité. « Holly, tu es blessée. Laisse-nous t'aider. On ne va pas te faire de mal. On veut juste t'emmener au point de rencontre. Il y a des gens là-bas qui peuvent tout expliquer. Des gens qui peuvent te montrer ce qu'on a trouvé dans l'obscurité. » J'ai appuyé sur le bouton dans la poche de ma veste, celui dont j'avais été trop gêné pour en parler plus tôt. La balise de localisation personnelle que j'avais achetée avant de déménager en Alaska et que j'emportais à chaque randonnée. C'était exagéré pour une simple sortie d'une nuit, mais ma mère avait insisté, et j'avais pris l'habitude de l'emporter. L'appareil s'est activé avec un petit bip, envoyant mes coordonnées à un centre de coordination des secours à Juneau. « Je viens d'activer une balise d'urgence », ai-je dit, ma voix tremblante. « Les secours arriveront dans quelques heures. Ils vont nous trouver tous. » Je ne pouvais pas voir le visage de Cameron, mais j'ai entendu son soupir lent. « Tu n'aurais pas dû faire ça », a-t-il dit, et son ton était vraiment triste. « On avait de tels projets pour toi. » Les lumières se sont retirées, reculant sur le chemin que nous avions pris, disparaissant dans l'obscurité. Je suis resté là dans la neige, ma cheville pulsant, tout mon corps tremblant d'adrénaline et de froid, et j'ai attendu. Il a fallu 6 heures aux Alaska State Troopers pour me rejoindre, utilisant les coordonnées de ma balise, arrivant en motoneige avec du matériel médical d'urgence. À ce moment-là, j'avais monté ma tente, soigné ma cheville du mieux que j'avais pu, et passé le temps à me convaincre que je n'avais pas imaginé ce qui s'était passé. Les troopers étaient professionnels mais sceptiques quand je leur ai parlé du groupe de randonnée, de m'avoir été mené hors sentier, des bracelets assortis et du point de rencontre. Ils ont radio pour des unités supplémentaires afin de fouiller la zone, mais Cameron et les autres avaient disparu, engloutis dans la vaste nature sauvage de la Chugach Range. De retour à Anchorage, j'ai déposé un rapport complet auprès des Alaska State Troopers. Ils ont enquêté sur le groupe Facebook Alaska Adventure Network et ont découvert que le profil de Cameron avait été supprimé dans leur suivant mon sauvetage. Les 4 autres randonneurs, Marcus, Denise, Kevin et Sarah, leur profil avait disparu aussi. Les enquêteurs ont contacté Facebook, ont essayé de retracer les comptes, mais ils avaient été créés avec de fausses informations, des adresses e-mail introuvables, et des téléphones prépayés. Des impasses partout. Ils ont fouillé la zone où j'avais été retrouvé, suivant les traces jusqu'à l'endroit où nous avions dérivé du sentier principal,
et ont découvert quelque chose qui a rendu l'enquête beaucoup plus sérieuse. À 3 miles au nord de l'endroit où j'avais activé ma balise, dans une petite clairière entourée d'une forêt dense, ils ont trouvé des preuves d'un campement. Pas un campement de randonnée temporaire, mais une structure semi-permanente. Une grande tente en toile ancrée avec des haubans et renforcée contre le temps hivernal. À l'intérieur, il y avait des provisions pour une douzaine de personnes, des sacs de couchage disposés en cercle, un chauffage au propane, et des caisses de nourriture. Sur une table de fortune faite de caisses en bois, ils ont trouvé des documents, des pages imprimées que les enquêteurs ont ensuite décrites comme des matériaux de culte, des écrits sur l'obscurité et la transformation, sur la trouvaille de vérité dans la nuit polaire, sur des gens qui étaient appelés à témoigner de quelque chose au-delà de la compréhension humaine normale. Ils ont trouvé une liste de noms, 17 noms avec des coches à côté de 9 d'entre eux. Mon nom était sur la liste. Il n'avait pas de coche. Les enquêteurs ont recoupé les noms avec les bases de données des personnes disparues et ont trouvé des correspondances pour 3 des noms cochés. 3 personnes qui avaient disparu en Alaska pendant les mois d'hiver au cours des 2 dernières années. Toutes vues pour la dernière fois partant en randonnée organisée via des forums en ligne. L'une était une femme nommée Jennifer de Fairbank, disparue en janvier 2016 lors d'un voyage de camping d'hiver. Une autre était un homme nommé Daniel, disparu en décembre 2015 après avoir posté sur sa participation à un groupe de randonnée en arrière-pays. La troisième était une femme nommée Rachel, disparue en février 2017. Sa voiture avait été trouvée sur un départ de sentier, sa tente et son équipement disparus. Les 3 affaires étaient devenues froides. Aucun indice, aucun corps, rien sauf les véhicules abandonnés et les familles inquiètes. Le Alaska Bureau of Investigation a pris en charge l'affaire, l'élargissant en une force opérationnelle multi-agence axée sur l'identification et la localisation du groupe. Ils ont surveillé les forums outdoor, mis en place des opérations pièges, et interrogé des centaines de personnes ayant participé à des randonnées de groupe à travers l'État. Ils ont trouvé 6 autres personnes ayant vécu quelque chose de similaire, ayant rejoint des groupes de randonnée qui les avaient menés hors sentier, ayant remarqué un comportement étrange et s'étant retirés avant d'atteindre ce que devait être le point de rencontre. Mais ils n'ont jamais trouvé Cameron ni les autres, n'ont jamais identifié leur vrai nom ou retracé leurs mouvements. Le campement dans les Chugach était abandonné. Et quand les enquêteurs sont revenus 2 semaines plus tard pour recueillir plus de preuves, ils ont découvert qu'il avait été complètement démantelé. Toute trace effacée, comme s'il n'avait jamais existé. J'ai déménagé à Portland 3 mois plus tard. Je ne pouvais plus supporter de vivre en Alaska. Je ne pouvais plus supporter l'obscurité que j'avais autrefois trouvée belle. J'ai quitté mon emploi, rompu mon bail, et fui vers le sud, là où le soleil suivait un rythme normal et où l'hiver signifiait de la pluie au lieu d'une nuit sans fin. Mais je reçois toujours des messages transmis via des comptes email anonymes, envoyés depuis des adresses IP retracées à des endroits aléatoires en Alaska, au Canada et dans le Nord-Ouest Pacifique. Les messages sont toujours courts, toujours similaires. Tu as été choisi. Tu as refusé. L'obscurité t'appelle toujours. Et 2 fois par an, au solstice d'été et d'hiver, je reçois des colis. Pas d'adresse de retour, oblitérés de différentes villes, contenant toujours la même chose. Un bracelet tressé en rouge et noir et un mot manuscrit disant « Il y a toujours une place pour toi au point de rencontre ». Je les jette immédiatement, mais je garde des copies des notes, je tiens des registres de quand elles arrivent, espérant qu'un jour elles fourniront un indice que les forces de l'ordre pourront utiliser. Parce que quelque part là-bas, Cameron et son groupe sont toujours actifs, toujours en recrutement, toujours menant des gens dans l'obscurité de la nuit polaire. Et j'ai terreur de ce qu'ils ont trouvé là-bas, de ce qu'ils font aux gens dont les noms ont été cochés sur cette liste, et de pourquoi ils restent si déterminés à me faire revenir.